Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Athlète de haut niveau français, mon invité du jour est le charisme des compétiteurs, un charisme et une volonté d'aller plus loin, plus haut et plus vite. J'ai l'immense honneur de recevoir Dimitri Bascu, champion du 110 mètres haies. Pendant cette conversation, nous parlerons de ses rêves, du sport de haut niveau, de discipline, d'échecs et d'évolution. Tu as envie de changer le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le partager, le commenter et à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Bonjour Dimitri. Bonjour Tia. Ça va? Mais écoute, ça va bien et toi? Chaudement, C'est ça. particulièrement chaud. On cherche un peu de fraîcheur et d'ombrage pour pouvoir quand même en profiter, quoi. C'est ça, exactement. Pour te dire la vérité, après notre enregistrement, je vais me poser en terrasse avec des amis et je vais profiter de l'après-midi comme ça. Ah ben ouais, mais je pense que c'est la meilleure des choses à faire en ce moment. C'est clair. Alors, ça te dérange pas si je te tutoie? Non, mais écoute, pas de souci. Surtout que je suis plus vieille que toi, donc c'est parti. Alors, première question, qui est la question signature du podcast, et c'est pour te mettre dans l'ambiance un peu. Tu es plutôt thé ou café? Alors, ça dépend des périodes. Par exemple, dans une journée, le matin, je vais plutôt être café, et puis le soir, j'aimerais bien me faire un thé, plutôt des infusions, un truc comme ça. En fait, ça dépend du moment de la journée. Mais j'aime les deux, hein. J'adore un café, j'adore le très bon café, et j'adore le très bon thé. Thé glacé, café glacé, ça te parle ou pas? Café glacé, j'ai déjà goûté, ouais. J'ai déjà Et goûté. Je peux faire le café chaud, quoi. Mais franchement, je suis pas fermé, hein. J'ai déjà goûté des cafés glacés qui étaient vraiment pas mal, un peu retouché, frappé avec des trucs et tout. C'était pas mal, hein. alors, C'est je bien. t'avouerai que j'ai découvert ça il y a peut-être 15 jours et que je voue une passion pour le café latte glacé, surtout avec ces chaleurs-là. Mais c'est juste dément avec du lait végétal, parce que bon, pour raconter ma vie, je suis intolérante au lactose. Donc avec du lait végétal, c'est juste dément. Et essaye, tu verras et tu me diras ce que t'en penses. D'accord, mais il faudra me donner la recette, comme Je ça. te donne ça juste à la fin de l'épisode, il n'y a pas de souci. Ça Ouais, et va. plus sérieusement, on part pour une pause café. Ça te va? Allez, On est ça me parti. va. Quel genre de petit garçon étais-tu? Alors, très très bonne question. En plus, comment j'étais petit garçon? J'étais à la fois un petit aventurier, donc à sauter, grimper partout, parce que bon, en fait, on va dire que c'est une facette de ma personnalité, un peu d'explorateur, un peu de voilà, qu'est-ce qui se cache derrière. Ça, c'est un peu ce qui a façonné le petit Dimitri. Je grimpais partout, je sautais les clôtures, j'étais un peu casse-cou. Et, euh, et à la fois, j'adorais jouer, j'adorais la compétition déjà, hein. C'est un trait de caractère, un trait de personnalité finalement, qui est là depuis le début. En fait, je dis j'aimais, mais jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui sort un peu de la norme, tout ce qui est un petit peu wow, quoi, un peu extraordinaire. Donc ça, c'est depuis petit, hein, ça a jamais changé. D'accord. Alors, faut savoir que tu as grandi en Martinique. Ouais, Est-ce exactement. est-ce que tu penses que le fait que tu sois en Martinique te donne aussi cette envie d'être à l'extérieur, comme tu le disais, hein, de sauter partout, au-dessus des grillages, tout ça? Est-ce que tu penses que on a cette chance, parce que pour moi c'est une chance qui suis aussi originaire de la Martinique, d'avoir cette possibilité d'être à l'extérieur et pas forcément comme aujourd'hui devant des consoles de jeux toute la journée? Ah ouais, bien sûr, on a, après les Antilles, voilà, on est encore un peu, à part dans les grandes villes, Fort-de-France et Armentin, où c'est très urbanisé. Moi, personnellement, j'ai grandi au Saint-Esprit, qui est 2 villes en dessous du Lamentin, sous Ducos, et qui est assez rural comme agglomération. Et il y avait la forêt, c'est un peu la campagne finalement.
ouais, j'avais pas trop le choix finalement parce que bon, j'avais des consoles et tout, mais c'est vrai que je passais pas forcément tout mon temps là-dessus. J'aimais me balader en vélo et tout. Et puis c'est vrai que voilà, j'ai cultivé ça dès le plus jeune âge et j'ai appris à apprécier la nature et à faire des activités en nature. On a aussi la chance d'avoir ce qu'on a vraiment en plus. Moi, je pense par rapport enfin en métropole, c'est la plage, quoi. Enfin, C'est la clair. mer et tout. Hein, on a la chance le week-end de pouvoir aller faire une sortie à la plage, tout ça. Bon, sauf sur les littoraux en France, mais c'est Pareil. ça c'est la différence, quoi. Mais après, pour les campagnards d'ici, voilà, ils peuvent très bien avoir à peu près les mêmes activités que nous qu'on faisait à la maison aux Antilles. Hein. Ouais. Alors ça me fait sourire parce que il y a pas très longtemps, je parlais avec un ami qui vient de Bretagne et qui me disait non mais on a la plage. Et tu sais, je disais effectivement, mais le délire n'est pas le même. c'est pas la même chose. Hein. Il y a un petit défaut de température là, je C'est crois. ça, c'est ça. Donc Et une oui, petite passion qu'on n'a pas nous dans l'eau. exactement. Donc c'est clair qu'on peut se baigner à la plage en France, mais voilà, c'est pas pareil. Faut le vivre aux Antilles pour comprendre de quoi on parle. Alors justement, tu nous disais que tu étais hyper dynamique petit. Est-ce que la course était déjà quelque chose de primordial ou est-ce que non, c'était vraiment le jeu de manière générale? Ah non, c'était vraiment un jeu pour moi. Ok. Les premières courses que je faisais, c'était dans la cour de récré à l'école primaire. Il y avait, c'était naturel. Hein. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, les petits sont à la course hein, finalement. Hein, c'est des choses. La course, c'est quelque chose qui est ancré en nous hein, finalement, parce que à l'école, on n'a pas besoin de les forcer Pour pour courir, se mettre des défis et courir quoi. Donc c'est clair. moi, j'y ai pas échappé. Je gagnais souvent les courses à l'école primaire. Bah après, je m'étais pas dit ah c'est bon, je gagne les courses primaires. Je vais devenir champion. J'ai une carrière d'athlète qui m'attend. Non, non, je kiffais juste le moment présent. Et puis alors moi j'avais la chance. En fait, j'ai toujours eu cette culture du défi parce que j'avais la chance à côté de mon école d'avoir, on va dire, une école jumelle. Alors moi, c'était l'école mixte A, et à côté, tu avais l'école mixte B. Ok. Et apparemment, il y avait un autre Dimitri dans l'école mixte B qui courait super vite et tout, lui, bah, et tout, machin. Parce que du coup, j'étais à peu près le plus rapide de l'école. Et donc, du coup, ça me dit, ah non, faut que j'arrive à faire quelque chose pour lorsque le jour on va se rencontrer, Je fais le je puisse meilleur. rencontrer l'école mixte A, quoi. Faut que l'école mixte A ait le vainqueur et tout. Finalement, Et vous êtes rencontrés ou pas? ouais, j'ai rencontré. Ouais. Non? Ah non, franchement, jeune, on va dire, j'étais presque un éternel, pas perdant. Non, je peux pas dire que j'étais un éternel perdant, mais j'ai rarement gagné. Mais vu que j'étais un mort de faim, je baissais jamais les bras et je me disais toujours, si j'ai pas gagné, c'est parce qu'il y avait ça qui allait pas. Donc la prochaine fois, ça va aller. Ça Voilà. te vient d'où cette Donc, mentalité d'enfant? de quoi? Ça te vient d'où cette mentalité enfant? Parce que c'est quand même rare qu'un enfant se dise, OK, j'ai pas gagné aujourd'hui, mais j'analyse la situation en me disant que ça vient de ça, 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 et la prochaine fois, ben, je vais travailler sur ça pour que ce soit meilleur. On est d'accord que les gamins pensent pas comme ça. C'est, j'ai perdu, je suis dégoûté, et on n'en reparle plus. Toi, ça te vient d'où? Bah, je pense que c'est beaucoup pour l'éducation de ma maman, enfin, mes parents en général. Ma maman, elle est très très là-dessus. Elle va toujours, elle va toujours faire un point avec ses enfants après une épreuve ou quelque chose. Voilà, ou lui dire bah tiens, t'inquiète pas. C'est toi, tu sais que c'est toi qui est plus fort, hein, c'est toi qui peux gagner à ce moment-là, c'est toi. Voilà, donc elle va cultiver, on va dire, l'esprit de compétition même dans la défaite, et puis derrière, pour que derrière on puisse se relever et continuer à avancer, quoi. Donc Génial. c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Et puis je pense que j'avais aussi un petit peu ce trait de caractère là
tout simplement, où j'arrive pas à faire autrement de toute façon. Donc c'est quelque chose qui était déjà un peu ancré en moi, plus l'entourage que j'avais, tout ça, qui m'a aidé à être comme ça, quoi. Génial. Enfant, tu voulais faire quel métier? Oula, alors là, enfant, ben j'en ai passé à des. Alors au tout début, bah, franchement, j'avais très vite vu mon avenir dans le sport, parce qu'au début, je voulais faire un truc qui a rien à voir, gardien de but. D'ailleurs, j'étais D'accord. en foot. Ouais. Euh, euh, j'étais en club de foot, j'avais tout l'équipement, tout ce qu'il fallait. J'étais pas trop mauvais pour les arrêts de coups de pied arrêtés. Bon, après pour les actions, c'est pas encore ça, la lecture des actions et tout. Et et puis le problème avec ça, c'est que bon, les gardiens, à moins d'être dans une équipe, enfin, à moins d'avoir un entraîneur qui connaît un peu la préparation qu'un gardien doit avoir, bah, c'est plutôt mets-toi dans le but et arrête les ballons quand ça arrive. Fais de Sauf ton que mieux. moi, ouais, fais de ton mieux. Sauf que moi, j'étais dans une équipe qui était pas forcément mauvaise, donc du coup, tout le match se passait dans l'autre surface de réparation. D'accord. Donc du coup, moi, je jouais jamais. Je jouais jamais. Jusqu'au jour où ma mère est venue me voir. Elle m'a vu en flag. Elle m'avait pas dit qu'elle faisait la surprise. Elle m'a vu en flag 2 matchs en jouant avec les brindilles d'herbe et tout. C'est ça que je t'envoie faire. Là, c'est 2 matchs et tout. Tu commences à avoir des petits seins, tu prends du poids. C'est pas ça que tu fais. Je vais te mettre dans un sport où t'es obligé de bouger, quoi. Et là, elle m'a proposé 3 choix. Soit la natation, soit l'athlé. Elle m'a dit, bon, je te laisse un troisième choix, mais t'inquiète, trouve un bon sport. Moi, j'avais proposé le VTT. Pas Ok. le vélo, VTT et tout, ouais, j'aime bien, machin. Et en allant à l'office du tourisme, il restait plus de VTT et je me suis retrouvé en athlétisme. Voilà. Et là, et là, c'est le début de la grande histoire. Mais on va revenir sur le foot. Tu aimes toujours le foot? Ouais, bah j'aime en faire. Après, je regarde pas forcément les championnats, tout ça. Bon, je suis pas mal équipe de France et tout, et les joueurs d'équipe de France. Très bien. Mais ouais, je regarde pas trop les championnats anglais, espagnols, tout ça, un peu par manque de temps aussi. Voilà. Ok, donc tu supportes pas une équipe particulière. Fais très J'en ai attention à ce supporté, que tu vas hein, dire. Fais très attention à ce que tu vas dire. ouais. Après, j'étais partisan de supporter un peu comme mon papa à l'époque. Lui, il supportait Saint-Étienne, donc j'étais stéphanois comme lui. Ok. Ensuite, j'ai fait une petite partie à Paris, mais bon, Paris, c'était par rapport à certains joueurs qui étaient là à l'époque et tout. Anelka, à un moment, il y avait Ronaldinho aussi. C'était aussi pour ça que je supportais. Bon, aujourd'hui, je regarde les matchs, hein, j'aime bien supporter les matchs du PSG et tout, mais voilà, je suis beaucoup moins impliqué qu'à l'époque, quoi. Bon, je t'en veux pas. T'es pas à 100% parisien, je t'en veux pas. Je sentais qu'il y avait une section Paris. Voilà, j'ai dit, je pense si je dis vive Paris, là, il Ouais, y a un c'est truc qui va mort. On arrête l'interview maintenant. Alors, à quel moment la course est devenue une véritable passion et tu t'es dit, ok, là, je vais en faire mon métier? pas. Alors, je pense que, ouais, c'est arrivé au moment où j'ai vu. Alors, je tiens à préciser que ma discipline préférée à l'époque en athlète, c'était le lancer le javelot. Donc, Ok. même en courant vite, je ressentais pas vraiment pas de plaisir, mais pas d'intérêt à faire ce sport. Mais là où j'ai commencé vraiment à kiffer, c'est quand j'ai vu que je sortais de mon île, quoi. Je suis parti à côté, en Guadeloupe. J'ai dit, ah, ça y est, je commence à voyager un peu. Je fais des courses autre part. Je suis allé en Guadeloupe. À un moment, je suis allé aux Açores, des Açores et tout, pour les Jeux des îles, enfin Atlantiques. Et voilà, quoi. Donc, du coup, à partir de là, je commençais à me dire, ah, ça peut être pas mal. Donc, c'est dire que là, si je pousse le truc, peut-être que je pourrais aller dans d'autres pays derrière, hein, encore plus loin et tout. Donc, et puis, il y a aussi le fait de pouvoir, enfin, je commençais à gagner quand même pas mal. Je commençais à gagner des petites courses, hein, des petites courses.
voilà, de meeting, etc. Et malheureusement, j'arrivais souvent deuxième dans les championnats et tout, mais ça me poussait à chaque fois. Et puis au final, jusqu'à être qualifié un jour pour le championnat de France cadet, dès cadet 1, dès cadet T'avais 1, quel âge à cette j'étais période? qualifié. T'avais quel âge à cette En période? cadet, j'avais 14 ans. D'accord. Ok. J'avais 14 ans, 14, 15, ouais, c'est ça. J'avais 14 ans, premier championnat de France. Et puis là, là c'est parti quoi. Je me suis dit bon, alors après le premier championnat de France, j'étais même pas encore vraiment sérieux dans l'entraînement. Bon, des fois je disais que j'allais aux entraînements, en fait j'y allais pas. Bon, c'est des trucs comme ça quoi. Et puis le fait de voir que même comme ça, j'arrivais à faire des déplacements, je me dis allez, je vais me mettre sérieux à partir de KD2 et j'ai commencé vraiment à aller aux entraînements avec un objectif. Ça a changé tout. J'écoutais beaucoup plus l'entraîneur, tout ça. Et puis il y a eu une progression derrière, voilà. Quand on commence l'athlétisme, justement à un haut niveau, on peut dire un championnat de France, on arrive déjà à un haut niveau. À un âge aussi jeune, est-ce qu'on réalise la difficulté que c'est que de faire du haut niveau ou pas encore? Ou est-ce que là, tu étais encore dans cet état d'esprit, ok, c'est d'abord du kiff, même si tu t'es dit, je vais quand même travailler sérieusement, ou est-ce que non, déjà, tu as compris que ce serait très dur? Alors ouais, c'est après je sais, on m'en parlait, mais je j'avais pas trop d'idée de ce que ça pouvait être. Et après comment dire, non, je me rappelle juste qu'en 2003, lorsque je regardais les championnats de France, les championnats du monde à Paris, en France, donc j'ai été assez déçu à l'époque que bah, après c'était un petit peu mon image idéale et tout de voir que il y avait pas assez de Français sur le podium et tout. Le peu de Français qu'il y avait eu, ça faisait un truc de fou. À l'époque, c'était Eunice Barber et tout, et Marc Racchi qui a eu le bronze, tout ça. Et voilà, donc du coup, voilà, je me dis, punaise, c'est trop bien quand ils en ont, mais je trouve qu'il y en a pas assez et tout. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? C'est là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser au haut niveau. Et mais ça, c'était même avant l'athlé, hein. En fait, D'accord. quelque part, ça nourrissait ma culture de la gagne, voilà, de voir un petit peu les championnats. Et puis par la suite, j'ai repensé à tout ça et je me suis dit, en fait, ouais, le haut niveau, ça demande vraiment beaucoup de sacrifices et tout. Je pense qu'il va falloir que si je veux passer un cap, je pense qu'il va falloir que j'en fasse autant. Et donc, mon premier sacrifice, a été de quitter les Antilles, par exemple, pour intégrer un pôle espoir Ouais. euh, qui va un petit peu mieux gérer mon double projet et me permettre d'avoir des horaires aménagés et tout en validant mes diplômes, etc. Tu vois. Comment tu vis Donc ça, cette c'était période pour moi le premier justement? sacrifice. Excuse-moi, comment tu vis cette période de quitter la Martinique? T'es tout seul quand tu pars en France? Ouais, ben Comment tu le vis quand je ça? suis parti, mon père il m'a accompagné un mois, quand même un mois, il m'a quand même accompagné un mois. Et puis au bout du mois, il est parti quoi. Donc franchement, je j'oublierai jamais ce moment-là hein, parce que c'est le moment où depuis ta naissance, tu te retrouves tout seul sans tes parents et c'est pas tout le monde qui peut vivre ça à mon avis. Je pense que c'est pour ça que beaucoup d'Antillais qui sont partis pour des projets de sport et études ou autres ont craqué, et ont pas pu tenir ne serait-ce que leur projet quoi. Qu'est-ce qui fait que toi, tu Et arrives à rester focus et te dire, OK, c'est pas facile, ma famille, elle est pas là, mais il faut quand même que je reste concentré sur mon objectif. Qu'est-ce qui t'aide à tenir? ben en fait après je regardais toujours de l'avant en fait, c'est-à-dire que je visualisais déjà l'objectif que je visais et ce pourquoi j'étais là. Et j'essayais de pas trop regarder en arrière parce que du coup j'aurais eu du mal à, je voulais pas totalement me déraciner mais il fallait que je me déracine un tout petit peu sinon j'allais pas pouvoir avancer, c'est trop dur.
Donc, il fallait que j'arrive à regarder de l'avant pour un peu me déraciner juste ce qu'il faut pour juste continuer à avancer et supporter la chose. Donc, en gros, c'est juste rester focus sur son objectif, en fait. C'est ça qui m'a permis de tenir le truc et ne pas trop ressasser le fait que j'ai quitté chez moi. Ouais, c'est Ouais. intéressant parce que depuis quelques années, on parle beaucoup du pouvoir de la projection et il y a Ouais, notamment beaucoup d'acteurs ou même de sportifs de haut niveau qui ont cette faculté justement de se projeter dans ce qu'ils veulent devenir. ouais. Et toi, tu nous dis que déjà jeune, ben, c'est ce que tu faisais en fait, tout bêtement, donc c'est dingue. Ouais, mais carrément, carrément, voilà, comme à la fin enfin on va dire à l'approche de mon départ en métropole, j'avais déjà pris conscience qu'il fallait que je me mette sérieux sur ce projet, enfin, que je mette du sérieux dans ce projet pour continuer à avancer. J'étais déjà un peu dans cet état d'esprit-là et ça m'a permis de continuer à surfer là-dessus, même au début où c'était difficile, quoi. Ouais, C'était vraiment difficile puisque bon, en plus j'étais pas dans un concept simple. Chaque week-end, j'étais dans un pôle espoir où chaque week-end je devais rentrer chez moi. ok. Et bon, c'était pas non plus, enfin comment dire, c'était pas confortable. C'était vraiment pas confortable. Euh, ouais, il y a eu des moments très difficiles, donc ouais, c'était des phases à passer. Je les ai passées. Derrière, après, je me disais toujours, franchement, si j'arrive à passer ça, derrière, plus rien ne pourra m'arrêter, quoi. C'est clair, C'est c'est ça en fait. Ouais. c'est Si intéressant. j'arrive à passer ça, je préférais prendre des choses comme un défi et je me dis, c'est bon, quoi. Il y en a qui ont déjà plus morflé que ça, donc il faut que si j'arrive à passer ça, là, c'est bon. Déjà, je vais me renforcer mentalement et puis, puis rien n'est fait au hasard. C'est super intéressant ce que tu dis parce que ça nous montre aussi la force du mental quand on est décidé à accomplir quelque chose et de se dire ok, ça va être dur, on le sait, on se ment pas, mais comme tu le dis, t'as trouvé justement comment hacker cette difficulté en te disant je sais que ça va être dur mais une fois que j'aurai passé ce cap, ça va aller. Et c'est vrai Ouais, que je trouve que c'est une faculté que tout le monde n'a pas parce que des fois t'arrives au pied du mur et tu dis non c'est trop dur et tu fais marche arrière et il y a des gens comme toi qui vont se dire non, je sais que ça va être dur, je sais que je vais morfler, mais derrière déjà il y aura la satisfaction de l'avoir fait, et puis en même temps, ben, j'aurai accompli ce que je veux faire. Donc ça c'est super intéressant. ouais, ouais, c'est ça. Faut partir. Faut savoir. En fait, c'est comme quand tu pars pour une aventure et tout. Faut savoir que rien ne va. Ça va pas forcément se passer comme prévu. Puis il y aura des moments difficiles. Et quand ça vient, faut chercher les bons moments, mais il faut savoir qu'ils vont venir les moments difficiles. Et puis franchement, après derrière comme ça, je trouve qu'on gère mieux. Ouais. Tu pars après le Pôle Espoir à l'INSEP, qui est la grande école des sportifs en France. Et là, quand tu arrives là, tu es dans quel état d'esprit? Est-ce que c'est bon, là j'y suis et ça va être la gagne et je vais ramener des médailles, ou là c'est plutôt je vais m'entraîner et on va voir étape par étape? Tu es dans quel état d'esprit? Ah bah, c'est un peu des deux hein, finalement. C'est un peu des deux parce que je me suis dit en même temps, alors en arrivant à l'INSEP à l'époque, on nous présentait, j'avais déjà fait une petite venue, enfin j'étais déjà venu peut-être 2 ans, 2 ans avant, avant même d'être arrivé en France. Hein. J'étais déjà venu un peu à l'INSEP, on m'avait présenté le truc, dit c'est vraiment l'école des champions, donc Ouais. j'idéalisais énormément l'INSEP. Je dis ah ouais putain, ce jour j'arrive là, ce serait cool. Et puis au final, j'ai pu trouver un entraîneur qui était à l'INSEP, Olivier Vallès et tout, qui a accepté de me prendre sous son aile et tout. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais ça y est, je suis à l'école, donc il n'y a plus rien qui peut me retenir. J'ai pas rentré chez moi le week-end, je serai là toute l'année, focus. Euh, et a priori, il y a tout ici, donc voilà, il y a que moi, il y a que moi qui peut me mettre des freins, quoi. C'est clair. Donc ouais, J'ai une donc phrase J'ai une phrase que j'utilise tout le temps parce que j'y crois profondément. C'est que nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, ben, que nous fréquentons le plus. Est-ce que tu penses que en étant dans un environnement
de construction, entre guillemets, de champion, ça t'a forgé un mental de te dire, OK, les mecs, les meufs qui sont autour de moi sont balèzes, ont un niveau, je peux pas faire moins. Ah ouais, mais ça, c'est... Mais je suis très comme ça, en fait. Mais en soi, il y a même pas besoin qu'ils soient autour de moi, vraiment. Il suffit que dans la discipline, qui ait des mecs déterminés et tout, moi, ça va... ouais, voilà, ça va m'aider, quoi. Je veux me dire, alors là, il y a une sacrée émulation. Bon, de toute façon, c'est ce qui se passe vraiment là, en ce moment. L'émulation, je pense que c'est la discipline où il y a le plus d'émulation en France. Souvent, hein, depuis un certain temps, d'ailleurs, hein, une bonne, depuis même les années Guy Dru, Nadji Ducouet, donc ça fait, enfin, c'est l'histoire même de l'athlète français qui fait que les odds, c'est une émulation constante. Et là, en ce moment, c'est le cas. Et c'est ça. Moi, perso, c'est toujours ça qui m'a motivé, qui me faisait me dire à chaque fois, même quand les moments étaient difficiles, bah, vas-y, relève-toi. Ça se trouve, pendant ce temps-là, ils sont en train de se taper des séances incroyables, ils sont en train de trouver des trucs pour progresser techniquement, etc. Donc, non, vas-y, là, t'as pas le droit de te relâcher, etc. Donc, c'est vrai que quand on se retrouve avec des gens qui sont comme ça, ce concept-là pendant un an. On s'est retrouvé avec trois adversaires. Enfin, on était trois adversaires avec un très très bon niveau. On s'est retrouvé dans le même groupe d'entraînement pendant un an. Et ça, ouais, là, franchement, ça se tient à la bourre et tout. Mais après, c'est dur à gérer quand même. Parce que voilà, on va dire les athlètes de haut niveau, on a un mental, on a une personnalité qui va avec nos ambitions. Et mettre des fortes personnalités dans le même groupe, c'est pour l'entraîneur, franchement, c'est dur à gérer, quoi. Moi perso, j'étais toujours dans le défi, voilà. Mais après, il y en a d'autres qui n'arrivent pas forcément à gérer la chose de la même façon. Même si moi, je trouve que ça s'était bien passé. Et de toute façon, les athlètes en question ont tous trouvé cette expérience-là positive. Mais voilà, lorsqu'on se retrouve dans un cadre, comme tu as dit, avec des personnes motivées et tout, ah ouais, ça change tout, hein, vraiment. Si en plus on arrive à avoir une concurrence saine, Ouais. alors là, ça va plus que vite, hein. Si on a un parent aujourd'hui qui nous écoute, qui a un enfant, peu importe la discipline, qui a un certain potentiel et qui peut rentrer à l'INSEP, mais qui est effrayé parce que justement, ils seront plus là à gérer, il sera livré un petit peu à lui-même, tu lui conseilles quoi à ce parent? Alors déjà de l'accompagner, ouais, c'est ça, au moins un mois. Ok. Faut pas le lâcher comme ça en France. Ou lui dire de partir des Antilles, aller au revoir à l'année prochaine ou dans quelques mois. Ah, c'est un peu violent ça. Moi, je pense que l'idéal, enfin la première chose à faire, c'est de l'accompagner, lui faire prendre des repères, ne serait-ce que prendre les transports, comment rentrer chez soi, pour manger, comment tu vas t'organiser, où aller chercher à manger. Enfin voilà, Ouais, ça va, sauf s'il est dans un pôle où tout est pris en charge. Donc moi, je pense qu'il y a déjà un accompagnement à mettre en place avec l'enfant. Ensuite, euh, être présent au moment où on va quitter l'enfant, être énormément présent. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir plus facilement les visios. C'est quelque chose qui voilà, c'est un avantage qu'on a. Donc voilà, il faudrait l'utiliser à mon avis. Et voilà, d'être en fait plutôt décroissant à la présence. C'est-à-dire au début, faut que ça soit vraiment assez présent, mais il faut aussi un peu les laisser au fil du temps parce que il y en a qui arrivent pas à laisser justement ce truc-là et au final, ça fait l'effet contraire. Ils disent ah vous êtes bon, tout j'en peux plus, machin, ceci, cela. Et puis finalement, c'est comme ça fait comme l'effet. Et on est là, Oui, c'est bon, attends. Voilà. c'est bon. Ça fait plutôt l'effet inverse, quoi. Où, Ouais. le,
l'athlète n'arrive pas finalement à se déraciner, comme Lâcher. j'expliquais tout Ouais, à l'âge, il veut rentrer, quoi. Surtout l'hiver. ouais, Ça ouais. arrive souvent l'hiver, c'est ce craquage-là. Donc, c'est, ouais, si j'ai un conseil à donner, c'est d'accompagner son enfant sur les premiers mois et par la suite de laisser progressivement, quoi. Donc, faut que ça soit fait. Faut vraiment, c'est important de laisser progressivement, quoi. Ok. Voilà. Alors j'espère que s'il y a des parents qui nous écoutent, qu'ils te prendront au mot parce que je trouve que c'est super Ouais. judicieux. Et après, ouais, je pense qu'en fait, la peur aussi vient des deux côtés. L'enfant qui est tout seul, mais aussi les parents qui laissent leur gamin en se disant putain, je suis plus là, je peux plus gérer. Ça doit pas être évident aussi pour les parents. Ah ben ouais, c'est pour les parents, c'est compliqué, mais c'est eux aussi de faire un effort parce que bon, s'ils en sont arrivés là, c'est qu'ils en avaient envie. Enfin, Bien sûr. bon, voilà, qu'ils ont discuté, qu'il y a eu un choix qui a été pris en commun et c'est pas pour au final le regretter ou hésiter à aller au bout des choses. Moi, je pense que si l'enfant est déjà parti, autant essayer de faire les choses bien plutôt que de dire ah punaise il est pas bien, on va peut-être le faire rentrer. Ouais. Au final, moi je pense que c'est mieux aussi pour son mental et puis sa confiance en soi, de dire que de voir que le truc il se termine pas sur un échec au bout de quelques mois quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, On revient à toi. Alors, tu es ouais, vainqueur du 110 mètres haies en 2009, 2010, 2011, 2016 en France. c'est ça. Comment, et champion d'Europe également, comment on fait Ouais. pour rester au sommet et c'est quoi ton secret? Alors ça c'est alors ça rejoint en fait tout ce que j'ai dit depuis le début. Moi perso, c'est-à-dire que je suis toujours dans l'observation de moi-même, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'il faut, enfin qu'est-ce qui me fera encore monter, qui me fera encore monter une marche soit des podiums ou personnellement. Qu'est-ce qui fera que ce sera mieux l'année prochaine sur ce que je fais là. Donc au début j'étais par exemple beaucoup dans la comparaison parce que de d'autres athlètes parce que bon j'avais pas forcément de repères suffisamment de repères personnels donc je regardais beaucoup ce qui se faisait euh, ce qui se faisait à côté parmi les meilleurs etc et puis progressivement j'ai commencé à avoir des certitudes sur moi etc pour me recentrer sur moi-même et encore mieux identifier ce qu'il faudrait que j'applique pour progresser. Donc c'est un travail qui est long, ça demande une certaine expérience pour pouvoir aller vraiment au bout des choses. Et c'est ce qui fait que je cours encore aujourd'hui. Hein. Ouais, J'ai quand même 35 ans. ça se voit pas. Ouais, ça se voit pas, ça se voit pas. C'est une petite étape famille. Et, euh, voilà, ce qui fait que je suis là encore, c'est que j'ai tellement réfléchi sur comment continuer à s'élever et comment continuer à progresser que voilà, chaque année, j'arrivais. Par exemple, l'année où je suis entré à l'INSEE, j'ai fait 8 ans. Chaque année, je battais mon record, sauf la dernière où j'ai décidé de partir. Ouais, c'est-à-dire que je m'accorde même pas une année de régression ou de stagnation. C'est-à-dire que chaque année pour moi, l'essentiel c'est de battre son record. Voilà. Ok. Au moins de 5-10 centièmes, donc un sixième. Ce qui est Euh, intéressant, je l'ai vu sur tes réseaux récemment, ça rejoint totalement ce que tu disais. Je regardais tes stories où tu analysais tes courses et tu disais ce qui n'allait pas. Et je trouvais ça énorme parce que je me dis, il y a quand même une part d'ego qui est mise de côté et tu montres aussi aux gens en leur disant, OK, je suis athlète de haut niveau, mais je sais prendre du recul et dire ce qui va pas et pourquoi j'ai pas performé comme j'aurais voulu. Et ça, je trouve ça excellent. ouais. Franchement, c'est comment dire. Je pense que ouais, il y en a qui ont besoin. Alors j'ai fait parce qu'il y en a qui ont besoin de comprendre aussi. Parce que c'est une discipline qui est technique quand même, le 110 Ouais. mètres haies. Il y en a qui comprennent. Ils voient ce qui se passe, mais ils comprennent pas vraiment ce qu'on fait. Ils voient juste qu'on saute des barrières.
Donc déjà, bon, nous, on saute pas vraiment les barrières, on les franchit quelque part, parce que le but, c'est de faire presque comme si elles n'existaient pas. D'accord. Et franchement, c'est pour moi, ouais. Après, c'est dans mes projets aussi un petit peu d'éclairer le 110 mètres aux yeux du public. Ouais. Et ouais, voilà. Moi, j'aimerais bien un peu éclairer le 110 mètres parce que c'est tradition française en général et tout. Et ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, bah, j'ai envie d'être le plus clair possible avec mes supporters, ceux qui me regardent, et puis qu'ils sachent qu'est-ce que je vis, voilà, sur quoi j'agis pour progresser, etc., quoi. Tous les Ju- paramètres, quoi, qui sont. Justement, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu ressens sur le podium à Rio quand tu gagnes ta médaille de bronze? C'est quand tu es sur le podium, tu penses à quoi? Tu es dans quelle émotion? Ah ouais, sur le podium, c'était quelque chose, hein, parce que c'est bizarre parce que je me rappelle comme si c'était un rêve. C'est vrai? Euh, ouais, j'ai comme des flashs et tout. Finalement, c'est une euphorie qui est prolongée, quoi. J'ai des flashs et tout. Je me rappelle que j'étais avant la remise des médailles dans le sous-sol du stade. Il y avait un long escalier avec tout au bout lumière, la caricature du tunnel, quoi. Le tunnel, la lumière au bout et tout. C'était vraiment ça. Et je me suis dit putain, au bout c'est la médaille et tout. C'est quoi? J'étais un petit peu dans l'aventure de la chose, quoi. J'étais un petit peu dans l'aventure de la chose. Et voilà, on est monté avec les volontaires qui portaient les médailles derrière, tout ça. Euh, on est rentré sous stade, il y avait le podium en face. C'était quelque chose, quoi. Enfin, après j'ai eu l'occasion d'avoir pu, un mois avant, faire le podium des championnats d'Europe. Donc j'avais fait un Ouais. podium assez fraîchement. Et en plus de ça, j'avais fait chanter la Marseillaise. Donc ça, c'était pour moi, c'était une fierté. Je me suis dit un jour, putain, j'espère que je pourrais faire chanter la Marseillaise et tout, machin. Et donc du coup, par contre, le podium des Jeux, je suis putain, là, c'est un podium de Jeux Olympiques, Ouais. c'est de tout athlète. Au fond, je me disais, en fait, c'est un truc de fou. Et après, mais j'arrivais pas j'arrivais pas à réaliser le truc, quoi. Ouais. Enfin, C'est dingue. c'est quoi, c'est vraiment ça. J'ai pris énormément de temps à réaliser cette médaille-là, hein. Franchement, j'ai dû prendre, ouais, entre 3 et 5 mois, hein, quand même. Ah ouais, quand même. D'accord. Ouais, 3 et 5 mois, je la voyais et tout. Je dis, et c'est les gens, en fait, à côté qui me disent, t'es médaille olympique, c'est une médaille olympique, c'est ce que les athlètes tu recherches et tout, c'est bien, tu peux le faire de toi. Après, j'avais eu tellement de galères aussi avant d'y arriver que voilà, je m'étais dit, ça se trouve, c'est pas vrai, je sais pas, elle va faire un truc et tout. Ah ouais, voilà, c'était pour moi très dur à réaliser. Au début de la course, de cette course-là, quand tu es sur le point de partir, il y a un truc qui m'a bluffé. Je regardais le dernier documentaire sur l'équipe de France de football, sur le dernier mondial que j'ai dû voir 25 fois. Et t'as Didier Deschamps, on lui pose cette question le jour de la finale. Est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient gagner? Et Didier Deschamps qui dit je savais. Il dit je me suis réveillé, je savais que j'allais gagner, je savais qu'on allait gagner. Est-ce que toi, au moment où tu pars, tu sais que tu seras sur le podium? Euh... Non, non, non. Franchement, en fait, j'ai travaillé justement pour pas me faire de film. C'est compliqué. J'ai travaillé pour pas me faire de film. En fait, moi, l'effort que je mettais personnellement, c'était pour faire un vide D'accord. total. En Ok. fait, je voulais rien m'imaginer, je voulais rien faire comme scénario. Je voulais juste faire ce que j'étais capable de faire au moment T, c'est-à-dire au moment de la finale. C'est-à-dire que là, je sais que j'avais déjà une somme de 110 dans les jambes, euh, et que une somme de course et que derrière, rien n'allait changer, que ça dépendait que de moi, qu'il suffirait juste de faire la meilleure partition que je puisse faire à ce moment-là.
J'en ai déjà fait plein auparavant. Pense à rien d'autre. Si tu fais la meilleure partition que tu peux faire à ce moment-là, tu n'auras aucun regret. C'est clair. En fait, il faut que toute ton énergie soit focus sur ce que tu veux faire au moment présent. Donc, non pas putain pendant que je suis dans les stars, putain quand je serai sous le podium là, c'est ça. Non, non. Il faut vraiment que tout soit focalisé Sur la course. sur la course, 100% d'énergie. Plus tu vas réussir à rassembler de l'énergie pour ta course, et plus ça va être efficace. Est-ce que toutes les courses se préparent de la même manière? C'est ce qu'on essaie de se dire en tant qu'athlète et de se faire comprendre que voilà, les courses doivent être une course reste une course, c'est-à-dire que ce qu'on fait reste la même chose. Voilà. Donc on essaie de préparer les courses sans se prendre la tête. C'est-à-dire que c'est pas parce que cette fois-ci c'est un championnat d'Europe. La dernière fois en meeting, je fais mon record personnel. Là, comme c'est un championnat d'Europe, je veux courir à 110%, non pas à 100% parce que c'est un championnat d'Europe. Ok. Bon, je cours à 100%, ça suffit. Je cours à 100% championnat d'Europe. Comme ça, j'ai déjà fait mon record. J'ai une course, c'est une course supplémentaire, c'est-à-dire que plus les courses s'accumulent, plus on a dans la tête une image des courses qu'on a faites, et Ouais. plus c'est facile, plus on répète un geste, plus il est facile de la répéter. Bien sûr. Donc plus les courses avancent, plus on est à l'aise dans les courses. Donc il y a de moins en moins de questions à se poser en fait. Ok. Plus il y a de courses qui s'enchaînent, moins, plus ça doit être naturel quoi. Plus, Ok. pour moi les courses les plus dures les courses les plus dures sont au début de saison où on cherche des repères, on a besoin d'appliquer Ouais. les petites choses nouvelles qu'on a apprises aux entraînements. Pour moi, là où j'ai eu plus de stress en général, c'est en début de saison, quoi. Je me dis, est-ce que là, ça va le faire? Est-ce que là, les chronos que j'ai vus sont cohérents? Voilà. Est-ce que ça va envoyer du lourd? Ok. Et voilà. Et en fin de saison, c'est dur quand même. Dans les JO, je vais pas dire que je suis pas stressé, hein. Je vais pas dire que je suis pas stressé. Première compète, en général, même la première fois où je vais faire une compète de la saison, c'est stressant. Et première compète internationale, donc avec les autres adversaires et tout, ça aussi c'est stressant. Parce que on se dit, bon, comment je vais gérer les trucs, voilà. S'il y a des nuits où je dors pas, c'est ces moments-là. Après, le reste des compètes dans la saison, ça va. Ouais, c'est bon. Même jusqu'au championnat de France, on va dire que ça peut aller. Les championnats d'Europe et tout, et on fait beaucoup de travail. Ça se ressent beaucoup dans le mental. Hein. Ouais. On est bon qui côté physique. Justement, au niveau du mental, comment tu vis les JO de Tokyo? Alors, tu sais, genre, je sais pas si tu te rappelles, mais on avait une course par jour. Hein. Alors ça, pour moi, je pensais jamais pouvoir faire ce concept de compétition d'une course par jour parce que le, le, le poids mental, enfin ce que ça demande en fait sur 3 jours en mobilisation mentale, mobilisation de stress, enfin maintien de stress, de bon stress, c'est énorme quoi. À la fin, on n'a plus de pêche quoi. L'avantage qu'on a eu, c'est qu'on n'avait aucune course le matin, donc ça nous a quand même permis de mieux absorber les journées, etc. Mais d'avoir une course par jour, ça te force à être dans un état d'esprit de compétition, de Jeux Olympiques. Pendant 3 jours non-stop, je peux te dire qu'à la fin des 3 jours, t'as plus rien. T'as plus de pêche, voilà, c'est totalement vidé. Mais tu t'en rends pas compte forcément pendant ces 3 jours de compétition-là. J'arrivais à dormir. Je pensais que j'aurais pas réussi à dormir, hein, que je ferais que des siestes ou des trucs comme ça. Bon, j'ai réussi à dormir, en grande surprise. Bon, ça veut dire que derrière, j'arrivais à prendre du recul sur la compétition, etc. Donc, ouais, sur 3 jours de compète, le stress, ouais, c'est vraiment difficile à gérer. Et plus ça approche, lorsqu'on passe le plus gros stress, hein, pour moi, c'est encore une fois
au début. Ok. C'est bizarre. Bon, il y en a qui vont avoir le plus gros stress à la fin. Pour moi, le plus gros stress, c'est au début. Première course, t'as pas envie t'as pas envie de passer à la trappe direct. Tu te dis, il Ah faut ouais, vraiment forcément. pas que je me rate. T'as des Et c'est premiers là, jours. sur le premier jour. Le premier jour, faut vraiment que, ouais, je sois bien, et tout, que ça passe. Et une fois que ça passe, tu dis, ah, c'est bon. Je suis pas venu faire le touriste. Je suis pas venu faire le touriste. C'est bon, ça passe. Deuxième jour, en général, t'es plutôt dans un concept, mais ben là, c'est à fond. C'est à Ouais, fond parce qu'après, il faut aller en finale. c'est Donc, tu ça. cours à 100%. Et voilà, tu seras pas déçu. Il n'y a pas le temps de faire des trucs. Bon, ça va suffire. Non, à 100%. Et puis si pendant la course, tu vois que tu es devant, tu peux relâcher un peu vers la fin et tout. Mais quand tu pars, faut que tu sois à 100% focus, vraiment 100%. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc première course, je la gagne. Deuxième course, je la gagne. Et après, la troisième course, je sentais quand même qu'il y avait une fatigue nerveuse, hein, quand même. Ouais. Je sentais à l'échauffement, je suis tombé avant la finale devant tous mes adversaires. Ah ouais, là, tu fais Ouais, quand perdre. ils se sont dit, là, lui, c'est bon. Lui, c'est bon, là, dans la tête, là, il s'est éclaté devant tout le monde, c'est bon. Et bah après, mes courses les plus marquantes, je tombe à chaque fois dans mes échauffements. Avant mon record de temps en salle, je tombe à l'échauffement. Avant ma médaille Normal. de bronze, je tombe à l'échauffement. Normal. Donc ça me met dans un truc, ouh, là, là, non, 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 faut que je fasse ce truc. Si bien que malgré la faute que je fais en finale, qui aurait pu me faire tomber dans d'autres courses, j'arrive à rester mobilisé et à continuer à chercher là. Parce qu'au moment où je fais la faute, bon, j'étais deuxième, juste derrière le Jamaïcain, je jouais la gagne à ce moment-là. Après la faute, c'était tellement violent dans ma tête, j'avais pas abandonné, mais presque. Je me Tu peux disais, expliquer c'était quoi la faute? la faute, elle se passe vers la cinquième haie où je faute d'abord de déséquilibre, où ça met un mauvais timing au niveau de la réception de la haie. Ça me décale un petit peu, donc je me rapproche de la haie suivante et je suis obligé de freiner d'un coup. Je suis obligé de freiner en impulsant un peu vers l'avant et non pas faut passer pour aller vers l'avant, en impulsant en frein pour assurer que je me la mange pas la haie et voilà. Et donc du coup derrière je perds direct au dixième. T'as les adversaires qui passent et derrière en fait je fais un vide total. Je me dis bon bah je l'ai faite, vas-y continue. Je continue comme ça, je continue tout en faisant le vide total. Et plus j'avance, plus je vois que ça s'éclaircit quoi. Je vois moins de silhouettes. Ah, je sais pas, j'ai cassé là, j'ai pas vu beaucoup de silhouettes devant. C'est-à-dire, j'ai vu qu'une silhouette là avec son maillot jaune là, l'autre je suis pas sûr. En fait, là, tu vois Et vraiment plus j'attends rien. le tableau. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, j'ai progressivement plus rien eu. Et j'ai attendu confirmation sur le tableau. J'ai dit, ah, on va attendre quand même, hein, machin. Et là, je vois mon nom en troisième. Je dis, non, c'est quoi, non. Mais en fait, alors même là, j'attendais. Je dis, non, attends, j'attends parce que là, faut voir, il y a un truc, c'est pas possible. Avec ce que j'ai fait comme faute là, il y a un truc, ils vont me dire que j'ai tapé, que c'est pas bon, machin, parce que j'avais eu malheureusement une mauvaise expérience 2 ans avant 2015 où je fais troisième au championnat d'Europe à Zurich et 30 minutes après, alors j'ai le temps de célébrer et tout. 30 minutes après, il me rappelle qu'on me dit ah mec désolé, Ah t'as ben, marché pour la ligne. Ouais. Donc du coup ça m'a un peu traumatisé cette ouais. expérience-là. Tu t'es dit, je vais attendre Et 2 jours et je vais voir. voilà, c'était pas loin hein, d'attendre 2 jours. Je me suis dit, voilà, on va attendre bien longtemps pour voir et tout. Voilà, que ça se passe, je vais rentrer, putain, je suis rentré déjà, j'ai dit ça, c'est une première étape, hein. Je suis rentré, On m'a pas appelé? là, on m'a tout dit, bon, j'avais mes parents, tout ça avec moi, ils étaient contents. Voilà, on m'a rien dit, je pense que c'est bon, là. À quel Ah, moment tu ça m'a célèbres? totalement traumatisé. Comment? À quel moment tu célèbres ta victoire? Je la célèbre une fois rentré en France. Une fois rentré en France, là, ouais, là, c'était quelque chose. Est-ce que c'est important pour toi de célébrer tes victoires ou est-ce que tu fais partie de ces athlètes qui, dès qu'il y a un truc qui est fait, tu passes à l'autre course direct? Euh,
normalement, j'ai tendance à passer à l'autre course direct. Ouais. Mais bon, là, c'était quand même une médaille olympique et tout. Franchement, ouais, j'ai quand même savouré cette médaille-là. J'ai essayé la mise en pour réaliser que j'avais la médaille, ça m'a bien pris 2 mois, mais pendant ces 2 mois-là, je faisais voilà, on y allait, quoi. On y allait, on y allait. La course qui a été annulée, alors en plus, elle est annulée de manière violente, c'est-à-dire que tu te dis que tu gagnes et finalement on te dit non, non, t'as pas gagné. Donc ça, c'est très dur. Comment tu fais pour te remettre d'un échec? Ah ouais, non, là c'était dur, hein. Franchement, la course où je gagne et non, oh là là, c'était super dur parce que ça faisait des années que je courais après une médaille internationale, j'en avais toujours pas eu. J'en avais eu une, non, j'avais encore rien eu. J'avais encore rien eu. Et je me suis dit, enfin, enfin, j'arrive à avoir cette médaille, même si c'est troisième aux Europes et tout. C'est une médaille internationale, ça va me débloquer et tout. Et là, je me dis, putain, encore un truc, quoi. Encore un truc et tout. Et franchement, à ce moment-là, j'avais quasiment envie d'arrêter, quoi. Ouais, Qu'est-ce qui carrément. a fait que t'as pas arrêté? Non, j'ai pas arrêté au final, ben, grâce à ceux qui étaient autour de moi, hein, mon entraîneur à l'époque, même les athlètes qui étaient avec moi à l'époque aussi, qui m'ont dit non, continue, ça veut dire que t'as quelque chose à faire et tout. Je dis mais là, regarde, ça fait des 10 ans que je dois apprendre une médaille et quand je l'ai, elle part. Donc qu'est-ce que je dois, c'est quoi la conclusion là? C'est bon, j'arrête. Et puis au final, j'ai continué quand même. Au début, j'ai continué plus pour les autres et après, j'ai fini par le faire pour moi Et ça a et puis payé. ça a été ça, ouais, ça a payé. C'est énorme. Ouais. C'est quoi le plus dur dans ton métier? Parce que tu fais un sport où tu es seul, même si tu as des entraîneurs et tu as des potes avec qui tu cours, mais quand tu cours, tu es tout seul. C'est quoi le plus dur? Est-ce que c'est la solitude ou est-ce que non, c'est plutôt le haut niveau? C'est quoi pour toi? Le plus dur pour moi, bah, en prenant du recul, alors, ça reste comme pour tout le monde, hein, les blessures. Hein, les blessures. Bon, en athlète, c'est un sport de performance, donc on va forcément chercher nos limites. Et chercher ses limites sans se blesser, c'est dire que on n'y est pas vraiment. Bon, je dis pas qu'on doit forcément se blesser. Je dis que en général, quand un athlète arrive à ses limites, il a toujours un petit pépin, un petit truc. Ah, j'ai mal, si, mais ça n'empêche pas de courir. Ok. Donc, les meilleures saisons que j'ai faites, j'avais toujours un petit quelque chose. C'est-à-dire que là, lorsque tu arrives à tes limites, t'es aux limites, quoi. Donc, c'est-à-dire un peu plus et le corps Lâche. est pas prêt d'assumer, quoi. Ok. Donc le plus dur en athlée spécifiquement, c'est les blessures. Parce que bon, en athlée, vu que c'est un sport de performance, c'est pas comme attention, sans viser de voilà. Enfin, ce que je vais dire, c'est que c'est pas comme les sports co et tout qui peuvent compenser sur la technique, et les passes ou etc. Même à 70, 60% de sa forme. Si moi je suis à 60-70% de ma forme, Tu fais pas on grand-chose. est, je perds 8 mètres sur ma course normale, quoi. Ouais. Ça va se voir direct, en fait. Donc, on est obligé d'être à 100%. Donc, Tout le c'est temps. ça, c'est là la difficulté de l'athlète, quoi. C'est à la fois la blessure et à la fois le retour de blessure, la remise en confiance. C'est un travail, c'est une torture psychologique presque, hein. C'est un travail énorme de se remettre en confiance à chaque fois. Et je suis pas un athlète, je suis pas l'athlète qui soit le plus blessé. Mais il y a des athlètes constamment, ils doivent se battre psychologiquement pour revenir à 100% et oublier la blessure, parce qu'une blessure c'est physique, mais c'est aussi Mental, beaucoup clairement. mental à la fin. Ouais. Ok. Quand tu ne cours pas, c'est quoi tes passe-temps? Ah bah alors, quand je cours pas, j'adore. Alors moi j'ai un autre sport de tout temps qui c'est une passion que j'ai eue très jeune parce que j'ai côtoyé ça quand j'étais gamin. C'est le rallye, Ok. rallye auto, ouais. Rallye auto, tout simplement parce qu'en fait en bas de chez moi, t'avais un départ d'étape de rallye Ouais. où t'avais l'alignement de toutes les voitures de rallye qui se préparaient à partir et qui faisaient un boucan de fou. N'importe quel gamin, je pense que vous aurez kiffé à un moment.
à la place parce que c'est quelque chose de super impressionnant. Et puis en m'essayant en rallye, j'étais pas trop dégueulasse. Hein. Et du coup derrière, je me suis un peu, on va dire, investi là-dedans. J'ai un coach de rallye. Ok. Ouais, bon, je peux pas rouler encore parce que on va dire, c'est jamais à l'abri d'un accident, donc je vais plutôt m'entraîner en simulation, mais j'ai déjà roulé aussi un peu dans des voitures et tout. Et c'est quelque chose, ouais, c'est une grosse passion à côté. J'ai plein d'autres passions, hein. J'ai la cuisine, j'adore cuisiner, j'adore les mangas, euh, je connais quasiment, enfin, pas bien tous les mangas, mais beaucoup de mangas, en animé ou en bouquin. Les voyages en général, j'ai beaucoup voyagé, des voyages très nature, les road trips, donc ça va être parce que j'ai déjà fait le Sri Lanka road trip, Vietnam, États-Unis, Nord-Ouest, enfin bon, voilà, j'aime beaucoup voyager et ouais, il y a plein de choses que j'aime en fait. Ouais, j'ai beaucoup de loisirs et qui évoluent ou qui pas qui changent, mais il y en a toujours un qui se rajoute. Qui Voilà, évolue je suis avec plein l'image d'aventuriers, aussi. ça pense pas. Qui évolue De avec quoi? l'image aussi, je suppose. Exactement. Ouais, ce qui est Exactement. normal. Ce qui est normal. Donc je suppose aussi amateur de belles voitures. Amateur de belles voitures, mais surtout de sportives. Ouais, c'est D'accord, ce que ok. j'aime. C'est vraiment les sportifs que j'aime, même une sportive qui a pas de la gueule, mais qui a un truc, qui envoie et tout. Moi, je vais kiffer. Là. D'accord. Ouais. Alors que moi, je suis plutôt voiture ancienne, tu vois, qui ont du caractère et limite qu'on voit dans les anciens films. Je trouve ça magnifique. J'adore ça. Ouais, Et ouais, beaucoup moins carrément. voiture de sport. Ouais, ouais, mais ça aussi j'aime bien aller voir les voitures anciennes, un peu apprendre sur elles et tout. Ouais. Sachant que même les plus belles années de rallye étaient à l'époque, dans les années 80-90, et beaucoup de voitures anciennes ont été, on va dire, préparées en rallye et tout. Donc ça m'intéresse. Donc quelque part, ça rejoint un petit peu les voitures anciennes, mais je vois de quoi tu parles. En tout cas. Alors, je vais te poser des questions et tu dois répondre sans réfléchir. Ça va, ça tient? Alors, je te pose des questions et tu me réponds sans réfléchir. Ok. T'inquiète, rien de bien méchant. Alors, Ok. t'es prêt? Allez, Sucré ou salé? sucré. Zouk ou rap? Rap musique, c'est bien, Tu j'ai gagné. réfléchis. Alors, Ouais. zouk ou rap? Allez, allez, rap. T'as pas dit zouk? Alors non, on fait une pause. Attends, t'as pas dit zouk? Tu viens d'avoir Non, dit. parce que non, moi j'aurais dit zouk rétro ou compas. C'est D'accord. pour ça que j'ai dit le zouk en soi, je vais le danser, mais j'en écoute pas. Si j'écoute quelque chose, ça va plutôt du zouk rétro ou du compas. Ok. Moi, je sais que depuis. Alors avant, j'étais pas du tout zouk, mais pas du tout. Mais quand j'habitais en Martinique, puis j'ai déménagé, j'habite en Allemagne, et je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, ça m'a manqué, mais un truc de dingue. Et des fois, Ah dans ouais. les transports, bah, j'ai mon casque et je me fais des sessions de zouk, et je suis trop contente. Tu vois, je suis en train de danser, chanter dans la rue, et les gens pensent certainement que je suis folle, mais j'adore. Et maintenant, j'adore le zouk. Ouais, c'est pareil mais avec le compas, tu vois. Mais bon, ça va, ça passe. Ok, on continue. Soleil ou neige? Soleil, Tiponche ou vin? t'y penches. Très bien. Ah, c'est bien, c'est bien. Tu vois. En fait, t'y penches au goût. Ouais. Parce que j'adore ça, mais après, si je dois boire un alcool, euh, comme ça pendant l'année et tout, c'est avec du vin rouge. Donc c'est pour ça que j'ai Ok. la petite hésitation, tu vois. D'accord. Je ne vais pas boire de petit punch pendant l'année, la prépa. Je dis rien, je suis totalement comme toi. Alors moi, je suis une fan de rhum, donc voilà, donc le petit punch, évidemment, et j'adore le vin rouge, je bois quasiment que ça. Donc je te comprends Ouais. totalement. Football ou basket? Football. Zinedine Zidane ou Michael Jordan? Zinedine Zidane. Ah, j'aime bien, tu sais, les petits blancs, ils te disent, merde, je vais prendre qui? Alors, la dernière, je pense qu'il va te faire sourire. Miss France ou Victoria's Secret? Ah, Florian! Non, Miss France, du coup, Miss France. Enfin, la première de film.
Ouais. C'est quoi d'être le frère de Miss Martinique et première dauphine de Miss France? Tu le vis comment? Bah, franchement, alors moi, j'étais sous choc, hein, C'est vrai? de base, parce que, ouais, bah, en fait, c'est parti super vite Ouais. entre la prise de décision et, et le final sur le podium, Florian ou Diana, enfin, voilà. Voilà, je me dis, putain, il y a même pas un mois, là, il était là, bon, je sais pas, qui fait Miss Et Martinique tu as et une tout, petite sœur, machin. quoi. Tu... Du coup, ouais, du coup, tu me conseilles quoi et tout. Je fais, écoute, c'est ton aventure, va, vis ton aventure, ça, c'est des choses à vivre, il y en a qu'une vie, vas-y, voilà. Et puis, elle se retrouve là, sur TF1, machin. Et tu ressens quoi quand tu la vois elles sont deux. Toi, tu te dis quoi à ce moment-là quand tu vois ta petite sœur qui peut devenir Miss France? Tu te dis quoi? Oh, voilà, bon, déjà, je là, allez, vas-y, s'il te plaît. Et, bon, beaucoup de fierté déjà, parce que bon, Ouais. on a énormément parlé avec ma sœur et tout, on a vraiment beaucoup échangé. Donc, j'ai énormément de fierté vis-à-vis de ça. Et, euh, et puis, en fait, comme je dis, j'étais vraiment choqué de voir l'ascension rapide qu'elle a eue. Et puis, un petit sentiment de protection, parce que je me dis, putain, elle va rentrer dans le showbiz, là, comme ça, Tu sais ce que alors c'est. que, ouais, c'est ça, elle sort de nulle part, quelque part, hein. Enfin, elle sort de la maison, quoi. Donc, va falloir que je sois un peu là pour elle et qu'elle sache où elle met les pieds, etc. Donc, il y avait un peu de crainte aussi, quand même. Parce que Et bon, tu- c'est la famille, c'est ma petite sœur, on a beaucoup d'âges de différence, c'est un peu comme, pas loin d'être ma petite fille, hein, finalement. Elle sera contente d'entendre ça. Ouais, ouais, ouais. Non, mais hein, c'est une relation, ouais, très grand frère, petite sœur. Vous êtes deux? On est trois, avec mon petit frère aussi, je suis le plus grand, là. D'accord. Et lui, il fait quoi, le petit, le tout dernier? Alors, il est kiné, il est en train de finir de monter son cabinet de kiné, qui est déjà en train de fonctionner en Martinique. Donc là, ouais, c'est bien, il est en train de bien se lancer et tout, il fait sa petite vie et tout, c'est cool, quoi. Alors, on revient à toi. Comment s'annonce Paris 2024? Alors Paris, c'est fou, hein, quand même, hein. Je pensais pas un jour jusqu'à cette année, je pensais pas qu'un jour je préparais Paris parce que Pourquoi? dans mon projet initial, je m'étais fixé Tokyo après reconversion en rallye et Ok. voilà, partir sur du rallye. Et puis il y a eu Covid. C'est Monsieur Covid qui a changé les plans. Elle a dit que non, déjà Tokyo ça va être compliqué. Ma prépa a été hyper compliquée. J'ai pas pu être suffisamment performant et tout parce que c'était pas possible. Et puis je suis resté un petit peu sur ma faim. Là, en préparant les interclubs cette année, je me suis rendu compte que j'avais encore les jambes en fait qui étaient là, avec très peu de prépa, parce que bon l'hiver, je m'entretenais simplement à la salle. Quand je dis l'hiver, on va dire septembre jusqu'à février, hein, quand même, c'est beaucoup. Je m'entretenais, j'ai fait vite fait deux trois entraînements sur piste, et puis ça en entraînant deux athlètes qui devaient faire leur championnat interclub. Je dis ben je vais me joindre à vous et puis derrière je verrai. Enfin de toute façon voilà, c'est comme ça me fera passer un peu le temps et tout. Puis au final j'ai vu que ça allait. Je dis eh ben je fais des trucs que je faisais limite quand j'étais au max et tout, je comprends pas. Donc, des fois, peut-être que le corps il a besoin d'un peu de repos aussi. Puis c'est peut-être aussi le fait de le prendre en mode de prise de tête qui m'a un peu libéré à ce moment-là. Je me suis lancé dans la saison. Puis derrière, voilà, j'arrive à faire les minima pour les championnats d'Europe en même pas 3 mois, même pas ouais, 3 mois de prépa, un peu moins de 3 mois. J'ai mis les pointes en avril. Ok. Fin juin, j'étais au championnat de France et tout. Voilà, je cherchais à jouer le podium, etc. Donc, du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas tenter si le corps il est encore d'attaque.
Il me reste 2 ans. Ça existe, hein, ça existe des athlètes de mon âge qui sont au sommet et voire même ils font des trucs de malade. On a eu l'exemple chez les femmes cette année avec Shelly-Ann Fraser Ouais, qui, qui, qui est le record de championnat carrément. ouais. Elle gagne pas juste, elle fait le record de championnat. Donc en championnat, Ils la sont personne tout le monde qui a couru d'accord. plus qu'elle, ouais, la personne qui a couru, voilà, comme ça c'est clair. Personne n'a fait plus vite qu'elle, alors, elle a 35 ans et 2 enfants. Donc ouais, du coup, ça devient un exemple. Après, j'avais d'autres athlètes. Je connaissais d'autres athlètes qui ont appuyé longtemps, très 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 longtemps, jusqu'à la quarantaine. Il y en a même un qui a battu son record sur 100 mètres à 40 ans. Donc tout ça, c'est des trucs dont je me suis rappelé et je me suis dit, mais tu sais quoi, en gros, les JO à la maison, tu l'auras qu'une fois dans ta vie. Allez, donne-toi les chances. Donne-toi les chances. Au pire, si ça marche pas, bon, ta médaille, t'en as quand même une, médaille olympique, et tu te diras pas toute ta vie, ah putain, peut-être que J'aurais j'aurais pu. dû essayer. Voilà, Alors voilà, donc déjà, voilà Paris 2024, le projet. je vais te mettre un petit peu la pression. Toutes les personnes qui nous écoutent, toutes les personnes qui me suivent et qui te suivent seront là. Déjà. Ouais, On sera là. exactement. Mais faut vous supporter, il faut y croire et il faut que tout le monde sache que ouais, je vais vraiment tout donner, mettre toutes mes connaissances au service de ce qui va arriver là et aller chercher le mieux possible pour déjà l'année prochaine et 2024. Ok. L'année prochaine, il y a quoi? L'année prochaine, il y a les championnats d'Europe en salle Ok. donc, que je vais faire. Hein. Voilà, je vais faire des saisons pleines. Ça se passe où? Et alors, championnat d'Europe en salle, je vais pas dire de bêtises, hein, mais je crois que c'est en Italie. Ok. Si j'ai pas de bêtises, c'est au sud de l'Italie ou ouais, je sais pas sûr, hein, ça a confirmé. Moi, des fois, je connais les lieux de mes championnats des fois une semaine à l'avance. Tellement je suis dans ma bulle, voilà. Donc, je crois que c'est en Italie, mais voilà, ça a confirmé. Et les championnats du monde. Il y a encore des championnats du monde Ok. l'année prochaine. Pas cool pour le champion du monde en titre cette année. Parce que normalement, c'est tous les 2 ans. Bah ouais. Ouais, donc, t'as des championnats du monde à la suite. Cette année, enfin l'année en 2023, qui seront en Chine, si je me trompe Ok. pas. En Chine. Donc, donc voilà. Ça fait 2 belles Il y a quand années. même une belle année qui arrive, et sachant que 2024, il y a 3 championnats, championnat du monde en salle l'hiver, championnat d'Europe juste avant les Jeux Olympiques. Ok. Bon, nous on sera là, en tout cas, ça note-le et ben on te souhaite tout le bonheur du monde quoi, de te revoir sur les podiums et de chanter la Marseillaise avec toi. Ah mais écoute, c'est gentil, franchement, c'est mes aspirations et j'espère vraiment que je pourrais y parvenir. En tout cas, il n'y a pas de secret, je ferai tout pour y arriver. Et puis on verra bien au final. Alors, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on parle, je t'avais dit moins d'1 heure, là je suis en train d'accaparer Ouais, ton temps. Alors la dernière question qui est la plus importante, si on ne devait retenir qu'une chose de toi ou de ton expérience ou un message important que tu as envie de faire passer, quel serait-il? ben, on va dire la persévérance. Hein. S'il y a une chose à retenir, voilà, c'est-à-dire que la persévérance, c'est ne pas s'arrêter sur ses échecs, mais s'en servir pour à chaque fois rebondir. C'est ça en fait la persévérance, parce que le plus dur en fait, c'est de surmonter ces échecs-là et de pas les laisser prendre une place négative, mais plutôt une place positive. Moi, je pense que c'est le plus dur à faire pour tout le monde. Et ben moi, si j'ai une chose à dire par rapport à ça, c'est que ben faut savoir que tout c'est comme ça. C'est pas parce que il y a une période où il y a que des sales trucs qui se passent, que des trucs négatifs, qu'on doit se dire ah ben c'est bon, voilà, j'aurai que des mauvais trucs, quand même va aller dans le bon sens. En fait, il faut prendre ces choses-là limite comme un défi à chaque fois de la vie, parce ce qui tue pas rend plus fort
ces choses-là, ces défis-là que vous surmontez, ben, à la fin, vous aurez une information en plus, c'est-à-dire, tiens, j'ai pu le surmonter comme ça, donc je suis prêt pour ce qui va se passer derrière, en tout cas sur ce qui concerne ce type de problème-là. Maintenant, je me sens plus prêt, et puis j'ai une plus grande confiance en moi devant les problèmes. C'est clair. Voilà, parce que C'est clair. le problème, c'est aussi surmonter les problèmes, c'est aussi pour avoir confiance pour les autres qui vont se présenter à l'avenir. Donc, faut pas lâcher, même si on a l'impression qu'il y a que des problèmes et tout. Bah, ils arrêteront pas de vous rendre plus fort. Et puis c'est tout, quoi. Merci Dimitri pour ce bel échange. C'était vraiment super sympa de ta part. Merci de nous avoir accordé ce moment. Et merci aussi à vous de nous avoir écoutés. L'épisode est maintenant terminé. N'oubliez pas que vous pouvez le retrouver aussi sur ma chaîne YouTube, Tia Brown Sugar. Je vous dis, comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à la semaine prochaine. Salut!